Bonsoir à toutes et à tous et merci de participer à ce webinaire organisé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires annuel de Balio. Avant de passer la parole à Pascal Rialan, le CEO de Balio, et Franck Chuffard, le CFO, simplement pour vous rappeler que vous aurez la possibilité tout au long de la présentation et à l'issue de cette présentation de poser vos questions au management de la société. Pour cela, c'est très simple, vous allez dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran et vous pouvez écrire la question souhaitée. Pascal et Franck vont revenir rapidement sur la présentation, une courte introduction de Balio, revenir sur la publication avec les chiffres qui ont été publiés il y a quelques minutes et revenir un petit peu plus longuement sur la stratégie commerciale de la société. Voilà, Pascal, je te passe la parole. Merci Thomas, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Donc on va essayer de tenir un agenda serré d'1 heure pour vous partager les nouvelles de l'entreprise. Par rapport à ce webinaire, alors pourquoi on fait un webinaire début janvier? Tout simplement parce qu'on souhaitait vous donner, comme toujours, un meilleur aperçu, une meilleure transparence sur l'exécution et la performance opérationnelle de Balio. Nous pensons que Balio est parmi la meilleure entreprise au monde sur les chariots autonomes actuellement, pour 3 raisons principales. Grâce aux technologies qui ont été développées, qui, je le rappelle, sont toutes propriétaires à Balio. Les développements d'un kit standardisé et optimisé et simple sur l'ensemble de la gamme, plusieurs robots, un seul cockpit. Un modèle qui a transitionné depuis maintenant 2 ans des ventes indirectes vers les ventes directes, avec des partenariats forts au niveau mondial et pas seulement en Europe. Et enfin, une ambition que l'ensemble des équipes partagent pour simplifier et améliorer l'expérience utilisateur et leur permettre à terme d'être autonomes dans leur transformation vers les robots autonomes. Tout en ayant lancé désormais depuis maintenant 2 ans une démarche à impact positif pour l'entreprise. Enfin, la nouvelle orientation stratégique de Balio qui avait été débutée en 2020 avait été de réduire les coûts, ce qui a été fait, et simplifier l'organisation afin de permettre à l'entreprise d'atteindre son seuil de rentabilité opérationnelle. Se concentrer, et le communiqué de presse que vous avez vu le confirme, et valider le canal de vente en direct, tout en poursuivant, et j'insiste là-dessus, les ventes indirectes avec nos partenaires. Donc, faire que les ventes directes soient majoritaires ne veut pas dire arrêter les ventes indirectes avec nos partenaires historiques que sont Hyster-Yale et Fenwick Linde. Ça veut dire poursuivre l'activité avec eux et également en parallèle développer les partenariats avec les intégrateurs indépendants de ces OEM, notamment Körber Supply Chain. Et enfin, l'orientation stratégique est de développer une plateforme web permettant, encore une fois, d'améliorer l'expérience utilisateur. Alors, je vais faire une brève introduction de Balio. On a de nombreux participants ce soir. On pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas la société. Donc, je vais être très bref là-dessus. Et on viendra juste après sur le communiqué de presse qui vient d'être sorti, pour ensuite conclure sur l'exécution des ventes en direct et le déploiement des ventes directes et expliquer comment le modèle fonctionne, tout simplement. Donc, pour rappel, Balio est une société qui a été fondée en 2006. Nous sommes cotés depuis maintenant 5 ans sur Euronext. On a un peu plus de 150 personnes qui travaillent, dont 120 en Europe, une vingtaine aux États-Unis et une quinzaine de personnes en Asie. On développe des robots mobiles pour déplacer des palettes en entrepôt. Et évidemment, on développe l'ensemble des logiciels nécessaires et des systèmes électroniques et architecture électronique nécessaires pour ces modifications de base véhicule standard. On vous appelle ce soir notre siège social que vous voyez sur la droite du slide à Arcueil. Mais nous avons également un centre logistique et de production et de validation au sud-est de Paris à Moissy-Cramayel, une plateforme de 7000 m², et une filiale à Boston et à Singapour. On a depuis 2014 et 2015 2 partenariats industriels avec Kion Linde, donc Fenwick Linde, et Hyster-Yale aux États-Unis. Et nous distribuons nos solutions au travers d'intégrateurs, dont Körber, mais aussi la société espagnole Ulma, pour
ne nommer que ces deux sociétés-là. Et enfin, bien sûr, depuis 2 ans maintenant, nous avons lancé les ventes en direct. Vous voyez sur ce slide l'empreinte globale de Balio avec en bleu les pays dans lesquels nous sommes avec des équipes présents. Nous sommes également présents en Australie depuis 2022. Et les pays en rosé ou orange sont les pays dans lesquels nos robots sont désormais en fonctionnement chez nos clients. Donc, nous avons plus de 1000 robots aujourd'hui sur le terrain qui tournent dans plus de 300 sites et dans plus de 30 pays. Donc, la raison d'être de Balio est finalement assez simple. C'est convertir les mouvements de palette à l'autonomie. Aujourd'hui, vous avez des millions de véhicules de manutention dans le monde qui évoluent, qui sont conduits par des caristes en 1, 2, 3, 4 ou 5 équipes. Et une part ridicule, moins de 1%, des palettes sont aujourd'hui déplacées de manière autonome. Et donc, Balio s'appuie sur ce marché et travaille d'arrache-pied à le convertir à l'autonomie. Donc, déplacer des palettes avec des véhicules absolument standards, comme celui que vous voyez sur la gauche du slide, et le faire avec du software. Voilà. Et donc, le marché de la manutention globale est aujourd'hui un marché d'environ 50 milliards de dollars. Par contre, l'enjeu pour nos clients est d'environ 200 milliards, puisqu'évidemment, il faut prendre en compte les coûts opérationnels, les OPEX, donc les conducteurs, pour ne pas les nommer. Et cela représente un marché global, enfin un enjeu global plutôt qu'un marché de 200 milliards de dollars. Au niveau des utilisateurs des solutions Balio aujourd'hui, vous avez des grands noms, quasiment que des grands noms d'ailleurs, dans 4 grands groupes, on va dire, d'utilisateurs, de la logistique, des biens de consommation courante et de l'automobile. Ensuite, vous avez une diversité évidemment de clients qui ne sont pas forcément dans ces 3 catégories principales, mais enfin, c'est les catégories principales de clients avec lesquels Balio travaille aujourd'hui. Ce qui est important de noter, c'est que Balio travaille historiquement avec de nombreux logisticiens, ce qui est une spécificité de Balio. Et d'autant plus intéressante pour nous, puisque, nous allons le voir après, nous focalisons nos efforts dans le stockage et entreposage en grande hauteur. Sur 2022, désormais, les ventes 2022, comme vous le voyez, ont explosé au 4e trimestre. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Évidemment, l'amélioration des prises de commandes sur l'année 2022 de manière générale, mais aussi un effet saisonnier qui est lié aux engagements de commandes que nous avons avec notre partenaire Fenwick Linde sur 2022, qui était de quasiment 14 millions, 13 millions 9. Et des retards qui, vous pouvez le constater sur le graphe, en cours d'année, liés à des difficultés de sourcing de composants. Voilà. Il n'en reste pas moins que la performance et le rattrapage est assez impressionnant. Les ventes directes, les prises de commandes directes ont représenté en 2022 37% du total, contre 17% en 2021. Donc, c'est peut-être le point le plus important de ce webinaire. Ces chiffres nous permettent de valider la transformation engagée dès début 2021 pour Balio, puisque notamment le pipe commercial de projets en cours d'acquisition ou avec lesquels nous sommes en contact avec nos clients nous permettent d'être très rassurants et rassurés sur l'exécution aussi en 2023. Le carnet de commandes, donc le backlog, c'est l'ensemble des projets encore ou du volume d'affaires non réalisés en 2022 que nous réaliserons en 2023. Donc ce backlog représentait quasiment 13 millions à la fin 2022, en hausse de 33% par rapport à 2021. Et ce qui ressort de ce backlog, qui est aussi un élément très important à prendre en compte dans la lecture de Balio, c'est que quasiment la moitié, un peu moins de 6 millions, de ce backlog est présent aux États-Unis. Donc, au-delà du basculement des ventes indirectes vers les ventes directes, un point important de la lecture de Balio, c'est une très forte dynamique commerciale et opérationnelle sur la zone nord-américaine. Maintenant, le chiffre d'affaires, comme vous le voyez, il a augmenté d'environ 10% sur 2022, avec un très fort rattrapage sur le T4. Voilà, il n'y a pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça.
qu'il y a des questions peut-être. On prend des questions, alors généralement plutôt à la fin de la session, mais n'hésitez pas à poser des questions en cours de route. On répond avec plaisir sur ces éléments-là. Donc, avant de parler de la stratégie 2023, enfin, nouvelle stratégie depuis 2020, ainsi que les points principaux à retenir sur le CP du T4 et l'année 2022, c'est la validation des ventes en direct, un basculement évident sur la zone américaine, et donc, finalement, un engagement sur 2023 qui est pour nous confiant, puisque, encore une fois, les éléments principaux de cette nouvelle stratégie, c'est l'autonomie commerciale de Balio. Pour ceux qui nous ont rejoints récemment, jusqu'à la fin 2020, Balio n'avait que 2 clients, le groupe Fenwick Linde, Xion, de manière globale, et Asteriel. Et donc, depuis le 1er janvier 2021, nous avons lancé la commercialisation également en direct de nos solutions avec nos propres équipes commerciales, qui ont d'ailleurs été renouvelées à près de 90% ces 18 derniers mois, pardon. Et voilà, donc c'est vraiment le point important à retenir sur Balio. Alors, maintenant, je vais prendre quelques minutes pour expliquer cette transition commerciale, ce déploiement commercial en vente directe. Et j'espère convaincre ceux qui ont peut-être des doutes et bien sûr expliquer à ceux qui n'en ont pas la dynamique et le modèle derrière ces ventes directes. Alors, ce qui pousse aujourd'hui nos clients vers Balio et vers des solutions telles que celle de Balio, c'est clairement difficulté de recrutement. Le métier de cariste est pour certains intéressant, mais la réalité opérationnelle, c'est qu'il reste très difficile pour les opérateurs de plateformes logistiques ou les sites de production de trouver un personnel qui plus est en 3/8 ou pour déplacer des palettes dans des machines, des champs de manutention. Donc ça, c'est un des drivers principaux qui pousse les clients vers nous. Évidemment, les pressions salariales et les pressions sur les marges font que les clients cherchent à réduire leurs OPEX. Et par ailleurs, il y a d'autres éléments qui intéressent les clients. C'est les erreurs manuelles, les risques, ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, notamment sur les opérations de stockage en grande hauteur. Ce sont des coûts importants pour les clients, au-delà juste des salaires pour les caristes. Il y a toutefois d'autres éléments. Une des questions qui m'est souvent posée, mais si c'est si génial que ça, pourquoi on n'en a pas partout aujourd'hui déjà? Les clients ont clairement un manque aujourd'hui d'expertise sur les sujets d'automatisation, de robotique et les équipes pour la mise en œuvre des systèmes dans leurs entrepôts. Le monde de la logistique n'est pas un monde rempli d'ingénieurs comme le monde de l'industrie classique. Et donc, il est souvent difficile pour les opérateurs d'envisager, de lancer ces projets et d'avoir les équipes pour les accompagner. Ensuite, la complexité des systèmes proposés est perçue comme étant élevée, ce qui est évidemment lié au premier sujet. Et enfin, évidemment, acheter des systèmes robotisés, c'est une dépense, c'est souvent un CAPEX. Alors, il y a des solutions qui sont sous format d'OPEX, notamment en pay-per-use, donc du paiement à l'usage, à la palette déplacée. Mais généralement, il y a une perception que la robotique va limiter, réduire la flexibilité vis-à-vis d'un système qui resterait manuel. Donc, Balio a eu et a aujourd'hui plusieurs réponses à cela. L'idée principale, le fil conducteur de Balio d'un point de vue stratégique, c'est la digitalisation de l'expérience utilisateur. On en reparlera aussi plus tard dans la présentation. Vraiment de l'idée jusqu'à la mise en service des robots. Donc, on travaille et on investit énormément chez Balio pour simplifier l'expérience utilisateur, toujours plus. Balio a une présence globale, ce qui est très important pour les grands groupes. Vous avez vu beaucoup de noms d'utilisateurs précédemment. Ces clients souhaitent s'assurer que leurs partenaires industriels soient globaux. Ils ont des sites généralement dans plusieurs régions du monde. C'est très important pour eux de pouvoir s'appuyer sur des boîtes qui peuvent répondre à leurs demandes de manière globale, tout en ayant un service local. Alors, pourquoi un service local? Déjà parce que Balio investit dans des équipes de service aujourd'hui
mais nous travaillons également, pour rappel, qu'avec des chariots standards, donc de Linde ou d'Asteriel. Et donc, ça nous permet de nous asseoir dans certaines régions, chez certains clients, sur leur capacité d'intervention locale. Donc ça, c'est très important également pour les clients. Bien sûr, comme tous nos chariots sont des chariots standards, ils sont utilisables manuellement, ce qui paraît évident, mais la réalité du marché est qu'historiquement, la plupart des chariots mobiles autonomes n'étaient pas utilisables manuellement, puisqu'il ne s'agissait pas de véhicules standards. Et enfin, un point important à la lecture de Balio, c'est que Balio a lancé une roadmap impact, une feuille de route impact depuis maintenant 2021. Et c'est un point important pour lire Balio et comprendre comment nous allons agir dans ces prochaines années. Alors, la nouvelle stratégie lancée en 2020, elle s'appuyait sur, au-delà de la réduction des coûts, on en a déjà parlé sur d'autres séminaires et d'autres webinaires, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, on souhaitait aujourd'hui s'arrêter sur 4 éléments principaux pour comprendre comment Balio travaille aujourd'hui et va travailler ces prochaines années dans ce secteur. Alors, tout d'abord, on souhaite se concentrer sur le stockage en grande hauteur. Il y a plusieurs raisons à cela, on y vient juste après. La transition vers un mode de vente en direct, il sera abouti en 2023. Donc ça, évidemment, un élément clé de la lecture de Balio. Une priorisation du marché américain. Les chiffres 2022 vous permettent de confirmer cela également. Et la simplification de l'expérience client. Donc ces 4 éléments sont les éléments clés de lecture de Balio. Et ont permis à Balio ces derniers mois et en 2022 de construire un pipe commercial solide et d'envisager une croissance de force ces prochaines années et sur 2023. Alors, pour rappel, voilà la gamme des robots que Balio propose. Alors, ce que je vous présente là, c'est une gamme simplifiée. Il y a en tout environ 25 modèles dans la gamme de Balio. Donc, ce sont souvent des sous-modèles des modèles principaux que vous voyez là. Donc, pour du transport sol à sol, transport qu'on appelle en hauteur moyenne jusqu'à 4 mètres. Et enfin, pour finir, les véhicules de prise et dépose en grande hauteur, soit à mât rétractable, ce qu'on appelle le Ritchie. Vous avez d'ailleurs un petit dessin qui vous permet de comprendre le type d'application qu'on réalise avec ce véhicule. Et le Vini, qui est un véhicule qui fait ce qu'on appelle de l'allée étroite grande hauteur, qui se déplace de manière longitudinale seulement dans les allées, et qui d'ailleurs généralement reste dans les allées, alors qu'un Ritchie va aller généralement se déplacer dans les entrepôts. Alors, je voulais revenir sur la capacité de stockage en grande hauteur, qui est absolument unique au monde chez Balio et pour nos clients. Donc aujourd'hui, Balio propose 2 produits phares, que sont donc le véhicule à mât rétractable Ritchie, qui est capable de traiter des prises et déposes de palettes dans les allées de 2,90 m à partir de 2,90 m. Et ça, c'est un point clé pour comprendre pourquoi ce produit va exploser en termes de vente. Tout simplement parce qu'on est la seule société aujourd'hui, à notre connaissance, jusqu'à preuve du contraire, ça changera sûrement, mais en tout cas, ce n'est toujours pas le cas. On est la seule société capable de proposer un produit qui tourne dans des allées qui font 3,20 m, moins de 3,20 m, donc de 2,90 m à 3,20 m. Alors qu'aujourd'hui, et d'ailleurs la première génération de ce véhicule qui avait été produit par Balio était capable de traiter des allées supérieures à 3,30 m. La réalité du marché, la réalité des plateformes logistiques, c'est que toutes les allées sont généralement en dessous de 3,20 m. Donc, si vous proposez un produit qui rentre dans des allées de plus de 3,20 m, eh ben, il sera limité à une niche, généralement dans les sites de production ou certains sites spécifiques avec des applications particulières. Mais la masse et le volume de vente se fera sur des sites avec des rayonnages qui vont de 3,20 m à 2,90 m de largeur. Donc, véhicule unique au monde. Le deuxième véhicule qui est très important pour nous également, c'est le VNA, donc le Vini, que vous voyez également sur la photo. Pour rappel, il y a eu un communiqué de presse d'ailleurs sur le sujet. On a été là aussi la première société au monde à proposer un Vini qui prend et dépose au-delà de 14 mètres. Et donc, on a installé à Singapour, en partenariat avec notre partenaire local Linde, un système avec 3 Vini chez SSW, qui est le stockage stratégique de riz à Singapour. On a installé des VNA à 17 mètres. Voilà, donc ce sujet a fait beaucoup de bruit puisqu'on a été la première société à réaliser ça. Donc ces 2 exemples vous donnent déjà une idée de la supériorité stratégique et technique des produits Balio sur le marché, mais de manière plus importante que cela,
le potentiel commercial couvert par ces deux produits est total. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limitation aujourd'hui ou de clients chez lesquels finalement nous ne proposons pas nos services et nos solutions parce que finalement les racks ne sont pas adaptés les rayonnages ne sont pas adaptés à nos produits. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Et on a décidé de focaliser nos efforts. Dès 2022, on a commencé, mais on va intensifier cela sur 2023 et les années à venir sur le stockage en grande hauteur. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, au-delà juste de l'ego de se dire qu'on a les meilleurs produits au monde. C'est que ces produits permettent de générer des projets de plus grande taille. Généralement, les projets pour ce type d'application, un seul projet, pardon, sont généralement supérieurs à 1 million d'euros ou de dollars, puisqu'on a généralement au minimum 3, mais plutôt 4, 5, voire beaucoup plus de robots dans une même application. Pour ceux qui sont déjà allés dans des entrepôts, vous allez généralement voir un entrepôt avec entre 10, 15, 20, 30, parfois 50, parfois 100 allées. Et pour servir toutes ces allées-là, vous avez besoin évidemment de plus que d'un ou deux robots. Voilà, donc là, le premier avantage, c'est des projets de plus grande taille. Donc, d'un point de vue commercial, évidemment, le coût de la vente pour un projet de grande taille ou de petite taille est quasiment le même. Donc, il y a une optimisation évidente derrière ça. Et un deuxième élément qui est rarement mentionné, ou en tout cas qui est contre-intuitif, c'est beaucoup de nos clients pensent que traiter d'abord l'entreposage en grande hauteur est plus compliqué. En fait, c'est plus simple. Alors, c'est plus simple quand vous avez évidemment les produits qui vous permettent de le réaliser, mais c'est plus simple pour une raison qui est en fait assez simple, elle aussi, c'est que les racks sont généralement au milieu d'un bâtiment. Et quand vous allez dans un entrepôt et que vous marchez dans les racks, généralement, il se passe beaucoup moins de choses que quand vous marchez dans les quais, les travées et les quais d'arrivage des palettes ou d'expédition des palettes. Il y a moins de véhicules manuels, il y a moins de piétons, il y a moins de complexité finalement opérationnelle. Et donc, c'est plus simple d'installer, c'est plus simple d'organiser la transformation opérationnelle d'un site sur le stockage en grande hauteur. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a décidé stratégiquement de se focaliser sur le stockage en grande hauteur, évidemment, puisqu'on a aussi les bons produits pour le faire. Alors, ici, vous voyez quelques exemples de projets gagnés ou exécutés récemment ou historiquement en grande hauteur, mais surtout, ce sont des premières ventes. Donc, on a envoyé et reçu enfin le premier véhicule. Pour ceux qui nous suivent, on avait une commande de Bolloré à la toute fin 2021, début 2022, non, c'était fin 2021. Le robot a été livré en tout début d'année 2023 et devrait être installé dans les semaines qui viennent à Singapour. Donc ça, c'est important parce que Bolloré est un client qui a de nombreuses plateformes opérationnelles avec des VNA, notamment en Asie. Et donc, derrière cette première vente, évidemment, le travail des équipes va s'atteler, en collaboration bien sûr avec Bolloré, à générer ce qu'on appelle les ventes répétées, repeat sales, sur des sites bien sûr de bien plus grande taille. Il est en fait assez rare de vendre un seul VNA, un orphelin tout seul dans un entrepôt. Généralement, encore une fois, ce sont des ventes à minimum 3, 4, 5 VNA qu'on constate. Danone, alors, je ne vais pas revenir dessus, il y a eu un communiqué de presse la semaine dernière, ou il y a 10 jours. On est très fiers de ce premier projet chez Danone, puisqu'on est la troisième société à laquelle Danone, historiquement, fait confiance pour acheter des robots. Danone a des attentes et des contraintes opérationnelles et de sécurité très élevées. Donc, c'est un premier projet dans le nord de la France. Là aussi, dans une situation très contrainte en termes de largeur d'allée, à laquelle on est probablement les seuls à pouvoir répondre. Alors, on n'a jamais eu le détail, évidemment, mais on pense qu'on était les seuls à pouvoir répondre à la contrainte technique. Et ce qui est intéressant chez Danone, c'est bien sûr Danone dispose de plus de 200 sites opérationnels dans le monde. Donc, c'est un relais de croissance pour Balio à l'avenir. Alors, dans ce slide, vous avez une étude de cas qui est BER, pour lequel on a également fait un communiqué de presse en tout début d'année. Et ce slide vous permet, alors je ne vais pas lire en détail chacune des étapes de ce client, mais l'idée de ce slide, c'est vraiment d'expliquer
la dynamique de la première vente et la dynamique des ventes répétées. Comme on n'est pas encore sur un marché pour lequel les clients achètent ces produits-là comme ils achèteraient des feuilles A4 pour leurs imprimantes, on a un travail important d'explication, d'éducation, de formation de nos clients, ou en tout cas d'échange nourri pour le premier achat. Et on constate toujours que les achats suivants sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. Donc, entre le premier contact et la mise en œuvre, vous voyez qu'il s'est écoulé quasiment 18 mois. Et nous avons très récemment eu, donc à la toute fin 2022, pardon, c'est pour ça que le communiqué de presse n'a pu être fait que tout début janvier, nous avons bénéficié d'un achat, ce qu'on appelle répété, pour 4 nouveaux sites avec 12 Ritchie désormais, qui seront installés dans les mois qui viennent. Alors pourquoi dans les mois qui viennent? Tout simplement parce que Balio a pris la décision stratégique, on en avait parlé à la fin 2021, d'acheter des stocks de robots. Pourquoi Balio peut acheter des stocks de robots? Tout simplement parce qu'on a des produits standards. Donc la standardisation des produits et la simplification de notre gamme nous permet d'engager un stock, un inventaire de bases véhicules et de robots, ce qui bien sûr est un avantage stratégique fondamental pour nous à plusieurs égards. Bien sûr de passer la vague des difficultés d'approvisionnement, mais aussi de pouvoir accélérer le processus de vente auprès de nos clients qui n'ont pas à attendre 9 mois, 12 mois ou plus pour avoir leur robot. Et enfin, d'un point de vue financier, ça nous permet également de reconnaître beaucoup plus rapidement le chiffre d'affaires, puisqu'entre la commande et la livraison, il peut s'écouler que quelques semaines. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour ce client-là. Voilà. Donc, ce qui est prévu, c'est que ces 4 sites seront installés d'ici à l'automne, si tout va bien. Et derrière ça, on espère que Bayer, mais aussi bien sûr d'autres clients, deviennent ce qu'on appelle des évangélistes. Alors, Bayer a un potentiel plus limité évidemment qu'un Danone. Hein, ils ont une dizaine de sites dans le monde. Mais évidemment, si on arrive à répéter ce modèle-là auprès d'un grand groupe comme Danone, vous comprenez tous que le potentiel de vente va bien au-delà d'une dizaine de robots pour ces clients-là. Alors, le déploiement des ventes en direct, comme nous l'avons partagé, elles sont passées de 17 à 37% en 2022. Et notre objectif sur 2023 est qu'elles soient autour de 65% des prises de commandes totales. Hein, donc, en prenant en compte évidemment les ventes, les prises de commandes indirectes avec nos partenaires historiques. Dans ces 65%, nous incluons également les ventes auprès de nos intégrateurs. Alors, peut-être que dans les années qui viennent, on séparera encore pour une troisième dimension. Mais ce qui est plus important dans les 65%, c'est l'autonomie commerciale de Balio, puisqu'évidemment, nous drivons les ventes avec ces partenaires-là. En tout cas, elles ne sont pas cumulées avec les ventes de nos partenaires historiques. Hein. Donc, vous retrouvez sur ce slide les éléments discutés juste avant. Donc, le premier achat, un achat régulier ou répété, et entre guillemets l'évangélisme. Et donc, l'ambition, vous trouvez sur ce slide l'ambition de Balio. Donc, vous voyez ce qu'on a réalisé en 2021, ce qu'on a réalisé en 2022 et qu'on souhaite réaliser en 2023. Donc, pour ceux qui modélisent, on pense que ce slide vous permet de mieux comprendre Balio. Alors, pourquoi on est confiant? Tout simplement parce que le PAP commercial pondéré, alors un PAP pondéré chez Balio, c'est quoi? Si vous avez un client qui a un projet à 1 million, mais que la probabilité de l'avoir, elle est de 30%, eh ben, on va le pondérer à 300 000 euros. C'est ça le PAP pondéré. Donc, la somme de ce PAP pondéré a été multipliée par 4 sur l'année 2022. Et on estime, nos statistiques montrent qu'aujourd'hui, on réalise une conversion de 20 à 30% de ce pipe dans les 12 mois glissants suite à la lecture de ce pipe. Donc, cela nous a permis sur 2023 et puis les années suivantes de modéliser le développement de l'entreprise. Et donc, nous sommes persuadés de l'accélération des ventes en direct sur 2023 et notamment aux États-Unis. Alors là aussi, pourquoi? Tout simplement parce que le pipe, lui aussi, encore et toujours, est très occupé par des projets états-uniens. Et pas que, d'ailleurs, de manière assez intéressante, l'Asie et notamment la zone australienne est aujourd'hui très dynamique pour nous. Là aussi, probablement parce que c'est une zone où l'intensité concurrentielle est encore faible aujourd'hui. Hein. Donc, l'intensité concurrentielle est très élevée ou élevée en Europe, extrême en Chine.
faible à modéré sur l'Asie du Sud-Est et relativement faible sur l'Australie et relativement faible sur les États-Unis. Là encore, une fois et toujours, sur les produits et le positionnement que Balio recherche, le stockage en grande hauteur. Autre slide qui vous permet là aussi de mieux comprendre Balio, et ce qui n'est pas quelque chose qui est intuitif. Les prises de commande, le chiffre d'affaires et le cash chez Balio sont trois choses qui n'ont rien à voir. Alors, elles sont liées de manière évidemment indirecte, mais elles n'ont rien à voir à un instant T. Hein. Donc, ce que ce slide essaie de vous donner comme information, c'est bien sûr la chronologie des étapes d'un projet, donc entre 6 mois à 1 an, entre un premier contact client et une commande à T0, pour laquelle on facture, on fait une première facturation, mais évidemment, on n'encaisse pour l'instant rien. Il y a des délais de paiement, c'est normal, comme dans n'importe quel secteur. Et à ce moment-là, on n'a aucun chiffre d'affaires qui est reconnu. Ensuite, après cette première facturation, on a un premier encaissement qui est généralement de l'ordre de 30 à 40%. Et on déroule comme ça le projet. Donc, à la livraison du robot, on a une deuxième facturation qui s'appelle la livraison du robot, tout simplement. Rebelote, une facturation supplémentaire de l'ordre de 40 à 50%. Et le chiffre d'affaires est reconnu de manière quasi linéaire de la commande jusqu'à la terminaison du projet. Voilà. Donc, en fait, ce slide vous permet tout simplement de comprendre, et là aussi pour ceux qui modélisent, mieux comprendre la dynamique entre les prises de commande et le chiffre d'affaires et bien sûr le cash chez Balio. Alors, il y a un élément important là aussi qui est mentionné, c'est la chronologie en bas à gauche. Donc, vous voyez, il y a un différentiel très important entre le minimum et le maximum. Là aussi, pour rappel, ça vient du fait que Balio a un stock de robots important qui nous permet là aussi d'accélérer la reconnaissance du chiffre d'affaires, mais surtout, peut-être encore plus important pour nous aujourd'hui, d'accélérer l'engagement avec nos clients et les prises de commande. Je voulais revenir sur le marché nord-américain, ce qui est assez important pour mériter au moins un slide. Pourquoi ce marché est stratégique pour Balio? Il y a plusieurs raisons à cela, au-delà du fait que, encore une fois, l'intensité concurrentielle y est plus faible qu'ailleurs. On est sur un marché où clairement les prises de décision sont beaucoup plus rapides, même dans le monde industriel. On connaît les Américains pour une prise de décision rapide de manière générale, mais c'est aussi vrai dans le monde industriel aux États-Unis. La taille des projets est généralement beaucoup plus importante. C'est lié à quoi? Tout simplement, la taille des plateformes logistiques, la taille des sites industriels a tendance à être plus importante que dans d'autres régions du monde, notamment l'Europe. Et Balio bénéficie désormais d'une équipe de vente expérimentée localement. Je l'ai mentionné en début de session, environ 50% du carnet de commandes sur 2022. Donc, le cas de commande, c'est le backlog. Hein, donc, c'est ce qui est dans les books, mais pas encore réalisé. Concerne les ventes directes et le marché américain. Donc, ce n'est pas important pour Balio, c'est le deuxième cœur du réacteur quasiment. Hein. On a déjà parlé du pipe. Et cette majorité de prises de commandes en vente directe se poursuivra en 2023 et en 2024. Après 2024, on pense que, et on souhaite d'ailleurs, c'est pas qu'on pense, c'est qu'on souhaite rééquilibrer ce marché avec l'Europe et la région APAC. Vous voyez quelques noms sur ce slide de clients qu'on a pu gagner, qui ont pu gagner notre confiance ces derniers trimestres. On en a déjà parlé, mais des clients de renom comme Placipa qui font qu'on appelle les préformes PET, c'est là aussi des dizaines de sites industriels dans le monde. Georgia Pacific qui fait partie du groupe Core Industries, qui est un conglomérat important, et bien sûr des noms connus comme Johnson & Johnson. Sur l'expérience utilisateur. Alors, ce slide est important parce qu'il est la résultante d'une analyse stratégique, j'ai presque envie de dire, à long terme. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que les clients ont peur. Et d'ailleurs, c'est que les clients l'expriment avec ce mot-là. C'est encore plus intéressant. Donc, la peur de changer les habitudes. Hein, on est dans un monde industriel qui est généralement assez conservateur. Et surtout, la peur de la transformation opérationnelle que les robots
laisse présager, même si ce n'est pas forcément totalement justifié, c'est en tout cas une perception que les clients ont, a priori. Le deuxième point, c'est clairement, on n'a pas les équipes, on ne va pas avoir les équipes pour gérer le truc, donc on ne va pas y aller parce qu'on n'a tout simplement pas les personnes pour s'en occuper. Et un autre élément, là aussi, qui n'est pas forcément naturel, il y a énormément de buzz autour de la robotique en général, et donc les gens ont peur de faire un choix technologique qui pourrait s'avérer être obsolète 6 mois ou 1 an plus tard. Donc ça, c'est des choses qui n'aident pas, hein, je pense que tout le monde conviendra. Donc Balio, tout simplement, cherche à toujours développer des technologies les plus simples, en tout cas la perception dans l'installation, dans la vente, dans l'achat, dans le processus d'achat, dans le processus de simulation, dans le processus d'utilisation et d'installation. Donc, être le moins intrusif possible. C'est d'ailleurs un des éléments clés de l'histoire de Balio. Hein. Balio a été la première société à vendre des robots mobiles pour mouvement de palette sans infrastructure, donc sans réflecteur, sans aimant, sans QR code. Ça a été la marque de fabrique de Balio historique. Et en fait, ces éléments-là permettent de réduire ou voire de supprimer ces craintes. Voilà. Donc, dans notre modèle, dans nos produits, dans nos technologies, on aurait pu le faire dans l'autre sens d'ailleurs, ce qu'on souhaite finalement, c'est permettre l'autonomie des clients de l'idée à la réalisation. Et une fois qu'on a atteint cela, alors l'ensemble des peurs et l'ensemble des inquiétudes que vous voyez au-dessus, elles auront disparu, tout simplement. Parce que les clients deviendront acteurs sans avoir besoin d'experts en robotisation, en automatisation. Et ils deviendront eux-mêmes acteurs, les opérationnels des plateformes logistiques deviendront acteurs eux-mêmes de cette transformation sans avoir besoin forcément d'experts sur la table. Et donc, en 2023, on proposera une première version d'outils web pour, j'insiste, c'est très important, l'ensemble de nos robots. Vous avez des initiatives sur ce qu'on appelle des AMR pour des choses relativement simples d'un point de vue technique, où les contraintes, notamment de sécurité, ne sont pas aussi élevées qu'avec Balio. Donc, on proposera pour l'ensemble de notre flotte, c'est déjà intégré dans l'outil qui est en phase de test, pour permettre à nos clients de cartographier pour l'installation de nos robots. La première étape, c'est cartographier un site client avec un lidar qui permet aux robots de se localiser, de se repérer dans un entrepôt. Donc ça, c'est une étape qui est désormais possible avec des outils web. De simuler, une fois que vous avez une cartographie de votre site, vous pourrez, avec les outils Balio, tracer des circuits, simuler une flotte de robots et faire ça tout vous-même avec une expérience utilisateur drag and drop, comme le slide que vous voyez, PowerPoint. Voilà. Et donc, pour information, on a déjà installé, nos équipes ont déjà installé un site chez un client en Allemagne au 4e trimestre 2022 avec ces outils-là. Et donc, progressivement, en 2023, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer, engager avec nos clients pour leur permettre de faire ça eux-mêmes. Et on pense, et on est persuadé que c'est un élément clé de notre stratégie et de notre exécution. Et enfin, je souhaitais finir aujourd'hui avec un dernier élément qui est l'impact. Balio a lancé cette initiative il y a maintenant 24 mois. On a travaillé à préparer cette roadmap en 2021 avec beaucoup de travaux, avec beaucoup de groupes de travail dans les équipes opérationnelles de Balio. Ça s'est révélé avec un rapport que vous avez pu télécharger à la mi-2022 sur ce sur quoi Balio va travailler ces prochaines années. Donc, il y avait 5 domaines qui ont été identifiés, l'éco-conception de nos robots, les approvisionnements durables, la logistique et le transport des personnes, les femmes au travail, l'égalité homme-femme, et l'engagement des salariés. En termes d'impact, souvent, la première étape, c'est de faire un bilan carbone qui a été réalisé pour Balio avec les chiffres 2021 en fin 2022. Et on fera d'ailleurs, on regardera l'année 2022 en début de cette année pour voir quelles auront été les évolutions entre 2021 et 2022. Ce que je peux vous dire, c'est que le transport des personnes chez Balio représente une part majoritaire des émissions carbone. Et donc, ça sera la conclusion de ce webinaire. Les efforts de R&D de Balio pour permettre aux clients de le faire eux-mêmes chez eux, c'est un élément clé de notre politique d'impact.
tout simplement l'impact carbone de Balio, pour ne parler que de cette partie-là dans notre rapport d'impact, est clairement lié au déplacement de nos salariés pour aller installer les robots chez nos clients. Et donc, investir sur l'autonomisation de nos clients, c'est finalement investir pour un impact plus faible, fortement réduit de Balio. Voilà, et on publiera donc au premier trimestre 2023 le bilan de l'année 2022 à ce sujet-là. Donc l'impact, c'est une grille de lecture importante pour Balio. Désormais, le développement de nouveaux produits se fait avec cette grille de lecture. C'est nouveau, c'est important et ça fait partie, encore une fois, d'une grille de lecture clé de l'entreprise. Voilà, donc j'en ai fini pour ce webinaire. Je vous remercie et on va peut-être passer aux questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Donc, Thomas, je ne sais pas si Pascal, en effet. Ouais. On a deux questions qui sont similaires, de la part de participants sur votre environnement concurrentiel. Est-ce que vous pouvez en fait préciser un peu qui sont vos concurrents bon, j'ai bien compris, je crois que sur la partie stockage grande hauteur, vous étiez les seuls avec vos robots, mais peut-être sur d'autres applications avec qui vous seriez davantage en Oui, alors on est les seuls, attention, hein. On est les seuls à le faire comme on le fait. On n'est pas les seuls à être capables de prendre et déposer des palettes en grande hauteur, ça serait surprenant. Mais effectivement, sur ce qu'on considère être la masse du marché, donc la très grande hauteur pour les VNA et les allées standards finalement. Je ne parle même pas d'allées niche, hein, c'est le standard, c'est 2,90 m à 3,20 m. À notre connaissance, aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir proposer une solution technique. Donc, sur ces applications spécifiques-là, mais qui vont représenter le focus opérationnel et de notre positionnement sur les mois et trimestres à venir, on a peu ou pas de concurrence. Ensuite, évidemment, sur d'autres applications sol à sol ou prise et dépose à faible hauteur, typiquement sur un convoyeur ou sur des machines, des palettiseurs, etc., on a effectivement une intensité concurrentielle qui n'est pas la même. Voilà. Après, ce que valorisent les clients, ce n'est pas juste est-ce que vous savez faire, c'est comment on le fait, comment je vais maintenir mes robots, évidemment le prix. Balio, c'est peut-être un point aussi important de la lecture sur Balio. Le travail qui avait été fait d'utilisation de machines standards que nous ne développons pas, pour rappel, hein, on achète ces machines absolument en sortie d'usine chez nos partenaires. Et la standardisation et simplification de notre kit d'autonomie nous permet évidemment d'avoir des marges brutes, en tout cas des coûts plus faibles qu'un concurrent qui développerait une machine, on va dire, plus spéciale ou customisée. Donc ça, c'est un élément important qui nous permet aussi d'accompagner, si nécessaire, une baisse des prix, mais pas, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on a constaté sur le marché aujourd'hui, très clair, pour être très clair. Ok. On a une question sur le carnet de commandes qui est prévu pour 2023 entre les ventes directes et les partenariats. Alors, ça a été mentionné dans la présentation. L'ambition, l'objectif, c'est d'atteindre environ 2/3 de l'ensemble de nos commandes sur l'année en vente directe. Voilà, donc pour ceux qui suivent l'actualité, on a aujourd'hui un engagement de commande de la part de Linde de 11,5 millions. Ça permet de donner un ordre d'idée dans l'ambition sur l'année, sur les ventes directes. Et au niveau des marges, est-ce que vous constatez une augmentation entre les ventes directes et les ventes indirectes? Alors non, les ventes directes ont des marges légèrement inférieures aux ventes… alors attendez, les ventes directes et indirectes. Alors les ventes indirectes étaient constituées ces dernières années de la vente de kits auprès de nos partenaires OEM. Donc nous ne vendions pas un robot complet, ni un projet d'ailleurs, nous vendions le kit robotique qui va être monté sur une machine standard. Donc, quand nous vendons de manière directe, on achète la base véhicule auprès de Linde ou Asteriel, on monte notre kit robotique et on ajoute à cela également, pour terminer, l'installation, ce qu'on appelle le commissioning, du système, qui représente environ, sur une base 100, hein, à la louche, on est sur 70% sur les robots, 30% sur l'installation ou le commissioning, comme je viens de le mentionner. Voilà, donc
en fonction de la qualité d'exécution, des risques pris sur le projet, on a des marges légèrement plus faibles, puisqu'encore une fois, on doit intégrer une base véhicule que nous achetons, sur laquelle nous ne faisons pas de markup sur la base véhicule à proprement parler. C'est intégré dans un projet ou dans un prix d'un robot complet qui comprend notre kit, encore une fois. Donc, les ventes indirectes, kit, ont des marges très élevées, beaucoup plus élevées que les ventes de projets, mais sur un volume plus limité historiquement. Maintenant, si la question c'est vente directe ou vente indirecte de projets complets, évidemment, les ventes en direct total, donc par les équipes Balio pour Balio, ont des marges plus élevées, légèrement plus élevées que les ventes indirectes de projets complets auprès d'intégrateurs comme Körber, pour ne pas les nommer. Une question sur le pourcentage des chariots que vous avez pu automatiser chez votre plus gros client et jusqu'à quel pourcentage vous pourriez aller pour robotiser le site de ce client? Alors, on a quelques exemples, notamment chez Procter & Gamble et Renault, de sites industriels, alors en Europe en l'occurrence, sur lesquels on a justement fait cette analyse et on tourne autour de 30%. Donc, quand vous aviez un site avec une centaine de chariots de manutention, vous estimez que le potentiel, alors ce sont des sites, j'insiste, qui sont en mix production et entreposage. On est autour de 30%. Maintenant, sur les sites d'entreposage pur dans lesquels vous n'avez pas de production, on estime que le taux de conversion peut être supérieur, tout simplement parce que l'ensemble des applications en entreposage sont, on est capable de les traiter, à part le chargement, déchargement des camions. On a un site américain sur lequel on a vendu un système pour charger les camions avec nos robots. C'est le premier site sur lequel on va faire ça. Mais d'une manière générale, le chargement et le déchargement de camions, notamment, c'est l'application la plus complexe que vous pourriez réaliser. Donc, en tout cas, à court terme, ou voire même sur les 2-3 prochaines années, ce n'est pas un flux, ce n'est pas une application qui fera partie de nos priorités. On a fait assez de choses compliquées dans la vie de Balio. On va se focaliser sur les choses sur lesquelles on peut faire de la croissance et vendre des technologies qui ont été développées. Donc, la grande hauteur. D'accord. Alors, il y a une question sur la rentabilité, et avant peut-être de prendre cette question, il y a une autre question qui demande le nombre de personnes qui demandent le nombre de participants. Donc, il y a un peu plus de 80 participants à la conférence de ce soir. Une question de Jean-Yves. À quelle échéance Balio sera-t-il rentable? Alors, on ne donne pas encore de guidance sur le sujet. J'adorerais répondre. On aura des éléments de réponse peut-être. On a le résultat annuel, c'est pour le mois d'avril. Donc, éventuellement, on reviendra sur cette question à ce moment-là. Ouais, c'est le 27 mars exactement, les résultats annuels. Est-ce que les ventes directes demandent-elles plus de moyens financiers, plus de stock? Alors, elles ne demandent pas. C'est une décision stratégique que Balio a prise, encore une fois, à la fin 2021. Et on est très heureux d'avoir pris cette décision. C'était la bonne décision à prendre. Aujourd'hui, encore une fois, on a gagné des projets grâce à ce stock. Alors attention, quand je vous dis on a un stock, on n'entrepose pas des centaines de robots à Moissy-Cramayel aujourd'hui. Sont des chariots qui sont pour certains en cours d'approvisionnement, mais au lieu d'avoir attendre 9 mois, voire 12 mois pour avoir un chariot, comme c'est le cas si demain matin certains d'entre vous achètent des chariots de manutention chez les OEM, les temps d'attente sont absolument monstrueux aujourd'hui. Mais pas que les OEM d'ailleurs, même si vous devez commander des pièces et vous les faire vous-même, vous avez des délais d'approvisionnement qui sont très élevés. Donc on a tout un programme entre guillemets d'alimentation de notre production, aussi bien en chariot qu'en kit, qui a déjà été commandé en 2021. Donc certains sont déjà en stock chez nous, d'autres sont en cours d'approvisionnement. Mais c'est surtout que ça nous permet d'engager avec nos clients avec un délai de livraison imbattable. Donc, ça nous permet aussi de gagner des projets. Voilà.
Est-ce que vous communiquez sur le taux de panne des robots? Est-ce qu'on communique, pardon, sur le Sur le taux de panne des robots? taux de panne des robots? Non, c'est pas une donnée qu'on partage aujourd'hui. Et par ailleurs, alors, on pourra être amené à le faire à l'avenir. Il y a une raison aussi technique à cela, hein, c'est que jusqu'à très récemment, les robots étaient installés par Balio, mais maintenus par nos partenaires. Nous n'avions pas de relation contractuelle directe avec les clients. Et donc, tout simplement, ce ne sont pas des données auxquelles on a accès, puisque le service, les interventions étaient ou sont toujours d'ailleurs réalisées par nos partenaires industriels, Fenwick, Linde ou Resteriel. On a sur certains de ces robots une connexion à distance qui nous permet d'avoir quelques informations, mais la panne n'est pas forcément toujours visible, tout simplement parce que quand un véhicule est en panne, il peut être éteint, mais il peut être aussi éteint tout simplement parce qu'il est éteint, pas parce qu'il est en panne. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est une information qui est compliquée à obtenir dans la situation actuelle, historique, on va dire, de Balio. Mais avec l'explosion des ventes en direct, évidemment, ce sont des données qu'on récupère et qu'on traitera pour faire des statistiques, pour améliorer nos process, nos produits comme d'habitude. Mais d'une manière générale, hein, le taux de panne et la qualité des produits s'est amélioré de manière exponentielle ces 3 dernières années. L'expérience qui rentre. Est-ce que dans les contrats de vente des robots, il est inclus une prestation de maintenance qui permettrait en fait de facturer une sorte de service après-vente et de générer du revenu sur plusieurs années après la vente? Alors, la vente de robots se fait effectivement de plusieurs manières, mais on va dire dans 90 à 80% des cas et des ventes, d'abord on s'attelle à traiter le sujet de l'application et des robots, d'installation, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie CAPEX ou qui est en leasing, mais ça reste finalement du CAPEX avec une optimisation du cash. Si on fait de la vente as a service à la palette bougée, à ce moment-là, la vente du service fait partie intégrante du prix à la palette bougée. Mais en tout cas, en CAPEX, je pense que la question est liée à cela, nous vendons très activement, désormais sur les ventes directes, hein, bien sûr, le service fait partie des choses que nous vendons, mais ça vient en plus, évidemment. D'accord. Mais alors, c'est pas sur plusieurs années. Alors, ça dépend, généralement, sur des contrats à 1 an renouvelables. Il y a tous les cas de figure. Comme toujours, vous avez des clients qui souhaitent avoir une visibilité sur plusieurs années, donc on essaie de leur donner. Mais généralement, il s'agit de contrats de maintenance préventifs, ce qu'on appelle full service, renouvelable sur 1 an. Et vous avez toute une catégorie bronze, silver, platinum. Bref, ce serait une discussion d'1 heure avec nos équipes service. Voilà. Et concernant votre développement en Chine, est-ce que vous avez déjà des contacts avec les grands du stockage au niveau local? Alors la Chine est un sujet. Ça a été évidemment pour nous, mais comme pour tout le monde, hein, très compliqué d'opérer en Chine ces 3 dernières années, ces 2 dernières années. La situation vient vraiment littéralement il y a quelques semaines de changer complètement. Maintenant, la Chine est un marché, comme je le disais tout à l'heure, excessivement concurrentiel, qui culturellement en faveur des acteurs locaux. Nos performances techniques sont sympas, mais en Chine, vous avez le prix, la composante prix, puis tout simplement les caristes ont des salaires beaucoup plus faibles, encore plus importantes qu'ailleurs. Bon, clairement, au niveau de prix actuel de Balio, la rentabilité des systèmes est moyenne sur le marché chinois, si vous n'êtes pas en 3 ou 4 équipes. Voilà. On est aujourd'hui en Chine, on va dire. Alors, on a un directeur commercial en Chine. On a une petite équipe en Chine, puisqu'on a historiquement des projets là-bas. On a gagné un projet au Japon au travers des équipes chinoises. Donc, ouais, c'est pas forcément la Chine pour la Chine, ça peut être la Chine pour d'autres marchés. Donc, voilà, aujourd'hui, on va dire qu'on est plutôt en observation en Chine que en on va dire investissement massif. Voilà, je pense que à long terme ou à moyen terme, ce qu'il faudrait sur la Chine, c'est avoir peut-être une nouvelle plateforme de sourcing, avoir une gamme dédiée, optimisée d'un point de vue prix,
pour pouvoir affronter les concurrents locaux à armes égales. Voilà. Mais bon, bref, ça ne veut pas dire qu'on ne vend rien en Chine, qu'on ne vendra jamais rien en Chine. Il y a des clients européens qui demandent des produits avec des performances, notamment en termes de sécurité européenne. Et on a notre carte à jouer sur ce type d'application, clairement. Et on a encore une fois des produits qui répondent à des conditions techniques que d'autres ne sont pas capables de remplir. Donc, c'est une autre carte à jouer. Mais le marché chinois reste un marché compliqué pour nous. Encore une fois, plutôt un marché d'observation, en collaboration avec nos équipes à Singapour notamment. L'actualité pour les partenariats historiques et à venir, je pense qu'on en a parlé, mais je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Je n'ai pas rebondi sur la collaboration avec Linde, qui reste très importante pour Balio. Pour rappel, historiquement, Linde représentait entre 70 à 80% du chiffre d'affaires de Balio. Encore sur 2022, une part très importante du chiffre d'affaires de Balio provenait de ce partenariat et de cette collaboration-là. Ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de cette relation reste entière, totale et de très haute qualité. D'ailleurs, la collaboration avec Kion Linde a été étendue jusqu'à mai 2027, ce qui montre bien le niveau de confiance et de durabilité de cet engagement. Voilà, pour parler de la qualité des relations avec le partenaire le plus important de Balio, qui est Linde, je pense que personne ne doit avoir de doute là-dessus. Comme je disais, on développe actuellement d'autres partenariats, avec notamment, je souhaite mentionner dans ce webinaire, la société Körber, qui est une société, elle aussi, historiquement allemande, mais qui est présente partout dans le monde, notamment aux États-Unis, notamment en Asie et en Australie, ce qui nous permet de mieux comprendre la dynamique commerciale, notamment dans cette région. Je pense que ça sera rapidement le deuxième plus important partenaire de Balio. La dynamique commerciale, la culture d'entreprise de Körber nous démontre qu'on a fait le bon choix. Et j'espère que la perception côté Körber est la même pour Balio. Donc, c'est un partenariat à suivre attentivement. Voilà. Et avec Hyster-Yale, une personne qui s'interroge. Si je n'ai pas mentionné, c'est qu'aujourd'hui, la relation avec Hyster-Yale est, on va dire, plus modérée. On continue, on a des calls réguliers avec eux. Maintenant, la dynamique commerciale d'Hyster-Yale vis-à-vis de Balio n'a juste rien à voir avec celle de Linde ou Körber. Peut-être pour conclure, quelle est la vision de Balio dans 5 ans en termes de chiffre d'affaires, de positionnement stratégique, d'offres de produits et services? Alors, on ne donne pas de guidance à 2, 3, 4, 5 ans. Maintenant, le marché sur lequel Balio s'appuie permet à tout un chacun de savoir que le chiffre d'affaires et le niveau de prise de commande actuel de Balio est décorrélé par rapport à ce potentiel de marché, par rapport tout simplement aux projets en cours de négociation ou acquis récemment. Voilà, comme je disais tout à l'heure, les tailles moyennes des projets que nous avons aujourd'hui en grande hauteur sont à 1 million et plus. On a de nombreux projets dans le pipe qui sont à 3, 4, 5 millions. Donc évidemment qu'un chiffre d'affaires autour de 20 ou 25 millions est décorrélé par rapport à ce potentiel-là. Donc évidemment, à 4-5 ans, il est hors de question que Balio soit encore à 25 millions, si c'est ça la question. Et je ne donnerai pas de guidance aujourd'hui sur le sujet. Ok, je vous propose peut-être qu'on en reste là pour aujourd'hui. Eh ben, merci Thomas, merci à tous d'avoir été si nombreux aujourd'hui. Écoutez, à très bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Merci pour les doigts.